Super, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, que vous soyez en présentiel ou en ligne. Je me retourne, mais je crois que c'est là-bas pour la ligne. Au nom de l'administrateur de l'ARES, Laurent Despy, au nom du directeur de la coopération, Tanguy Goutals, et au nom de tous mes collègues de la direction de la coopération de l'ARES, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie déjà de nous consacrer de votre temps. Je me présente, je m'appelle Gaëlle Ducarme, mais plus intéressant que mon nom, j'occupe une fonction assez récente à l'ARES qui a été créée pour venir en appui aux hautes écoles et aux écoles supérieures des arts. Mes missions sont de visibiliser les opportunités de coopération internationale proposées par l'ARES, de venir en appui aux enseignants-enseignantes des hautes écoles d'art qui voudraient s'impliquer dans des projets et de défendre les intérêts de ces établissements, ce qui est un des objectifs de la rencontre de ce jour. Si vous êtes présente ce midi, c'est que vous connaissez un tout petit peu l'ARES et ses activités de coopération. Je vais toutefois me permettre de faire une très brève présentation. L'ARES est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur qui fédère plus de 120 établissements d'enseignement supérieur de Wallonie et Bruxelles. Universités, haute école, école supérieure des arts et école de promotion sociale, ce qui représente plus ou moins 250 000 étudiants et étudiantes. L'ARES a 5 grandes missions, une mission académique liée aux formations, apprentissages, compétences, une mission en lien avec la recherche et le développement, une mission dite institutionnelle qui couvre les relations avec le gouvernement et d'autres structures d'enseignement et de recherche, une mission d'information, une mission liée aux relations internationales et enfin une mission de coopération internationale. Dans cette mission de coopération internationale, les universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts, avec la collaboration de la direction de la coopération ici au sein de l'ARES, mettent en œuvre une coopération entre les établissements d'enseignement supérieur de plusieurs pays du Sud global et ceux de la Belgique francophone. Cette coopération est fondée sur des partenariats équitables et réciproques. Elle favorise un échange équilibré de savoir et de compétences, répond aux besoins et aspirations des populations locales et s'inscrit dans une vision de développement durable fondée sur des perspectives diverses et respectueuses des cultures. Cette coopération, je me retourne pour retourner ma petite page, vise à promouvoir l'autonomie intellectuelle et le renforcement des capacités, permettant à chaque partie de définir et diriger son propre avenir. Pour ce faire, les établissements qui font de l'ARES et la direction de la coopération mettent en œuvre ce que nous appelons 7 instruments, on pourrait dire financement. 7 instruments avec des institutions de nombreux pays. En fonction des instruments, on parle de 18 pays ou de 31 pays partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Je vais vous présenter très succinctement ces 7 instruments. N'hésitez pas à venir vers moi par la suite si vous souhaitiez avoir plus d'informations. L'idée, elle est de vous montrer que les instruments sont divers et qu'il est dès lors possible que l'un d'entre eux réponde à vos besoins. Premièrement, il existe des financements pour des bourses de formation, pour des séjours en Belgique de courte durée de type formation intensive ou de formation de longue durée pour des bacheliers ou masters de spécialisation. Deuxièmement, des bourses de renforcement de capacité pour vos collègues enseignants, enseignantes ou professionnels, doctorants, postdoctorants, qui viennent en séjour dans nos établissements ici en Belgique. Troisièmement, des projets de recherche ou des projets de formation qui se développent au sein des établissements partenaires. Quatrièmement, des projets d'amorce de nouvelles collaborations ou de valorisation de collaborations existantes qui se développent également au sein des établissements partenaires. Cinquièmement, des financements pour des projets en lien avec notre mission d'éducation à la citoyenneté mondiale. Là, on parle de bourses de voyage pour nos étudiants et étudiantes qui souhaitent se rendre dans un pays partenaire. On parle de micro-projets pour des groupes d'étudiants des pays partenaires et de nos établissements.
Et on parle de projets de mobilisation qui permettent l'organisation d'événements visant à sensibiliser les étudiants et étudiantes aux objectifs de développement durable. 6e instrument, des projets d'appui à un établissement partenaire dans son ensemble. Et enfin, des projets de recherche en appui à la politique étrangère de la Belgique. Vous n'aurez probablement rien retenu, rien compris. L'idée, comme je vous le disais, c'est que vous réalisiez qu'il existe de nombreuses opportunités. Et si vous êtes intéressé ou si vous avez envie, n'hésitez vraiment pas à venir vers nous. J'en viens maintenant au thème du midi de ce jour, les écoles supérieures des arts et la coopération. La pratique des arts, sous ses formes multiples, est un outil qui permet d'agir sur les défis que le monde rencontre aujourd'hui, qu'ils soient humains, sociaux, économiques ou environnementaux. De nombreuses études le confirment en mettant en exergue les influences diverses que la pratique des arts peut avoir sur la réduction des inégalités et sur le développement d'un pays. Avec nos invités de ce midi, plusieurs questions seront posées et débattues. Quels sont les défis pour le monde de l'enseignement supérieur en termes de coopération? Pourquoi mener des partenariats de coopération dans le domaine des arts et quelles sont les retombées attendues pour les partenaires et pour nos établissements? Entre renforcement de capacité, recherche, formation, quelles sont les voies à suivre pour les établissements d'enseignement supérieur et plus particulièrement les ESA? Ce midi, l'ARES a pour objectif de questionner ensemble comment les écoles supérieures des arts peuvent se situer et engager leur potentiel d'action afin d'opérer la mise en place de nouveaux modèles et récits communs au sein du contexte de la coopération internationale. Et pour alimenter nos réflexions, 4 intervenants et intervenantes nous font le plaisir de partager avec nous leurs expériences. Je les remercie toutes et tous très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris de leur temps pour partager leurs expériences et leurs réflexions avec nous ce midi. Nous commencerons par une mise en contexte par l'école de recherche graphique, l'ERG. Nous aurons ensuite les présentations de projets de l'INSAS et de la Cambre et nous terminerons par quelques perspectives. Les 4 intervenants et intervenantes vont faire leur présentation à la suite l'une de l'autre et nous aurons ensuite une demi-heure pour échanger tous ensemble. Commençons par une mise en contexte qui s'intitule « École supérieure des arts et coopération, comment faire école ?» par Wendy Lieberman de l'école de recherche graphique. Wendy est directrice adjointe de l'ERG et à ce titre, elle est impliquée dans plusieurs collaborations. Wendy est également membre du comité de pilotage de l'ARES consacré au partenariat équitable. Tu as la parole et je te remercie déjà. Reculer un peu. Il va y aller de tomber là. Ça me met dans un équilibre pour que... Fantastique. Je rendrai ça possible. Donc, est-ce que, je ne sais pas si les gens en ligne peuvent confirmer qu'il et elle voient bien la présentation, mais a priori, oui. Donc, merci Gaëlle pour cette introduction et donc merci aussi de donner la possibilité aux écoles supérieures des arts de prendre la parole et de se rencontrer dans ce contexte des musiques l'ARES. Donc, comme tu l'as signifié, l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble aujourd'hui, c'est de rendre visible la pratique des ESA dans le cadre de la coopération et également de partager des possibles et les potentialités de la coopération à partir de la spécificité de notre contexte institutionnel. Donc, contexte qui certainement diffère de celui des hautes écoles et des universités. Donc, lors d'un premier échange que nous avons eu avec Gaëlle et les collègues qui prendront la parole aussi aujourd'hui,
Donc, deux composantes spécifiques du contexte des ESA sont apparues comme des éléments qui sont importants comme éléments de distinction. Donc, le premier élément s'inscrit dans la structure même des ESA et dans leur difficulté à mobiliser des moyens, et plus particulièrement des moyens humains, pour la mise en place des projets de coopération. Donc, les ESA ont des toutes petites équipes administratives qui sont déjà souvent surchargées, comme vous le savez, par l'inflation et la complexification législative en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, elles n'ont donc majoritairement pas les moyens de dédier un poste à cette fonction unique. Et comme vous le savez aussi, les projets de coopération réclament une certaine technicité et un travail administratif important, donc notamment lors de la mise en place de projets qui engagent la responsabilité des établissements sur des montants financiers qui sont importants, donc des montants financiers qui parfois représentent presque le montant annuel de moitié alloué aux ESA. Et donc aussi, l'engagement dans ces dispositifs de coopération relève souvent de la bonne volonté des équipes à la fois administratives et pédagogiques. C'est un engagement qui se déploie depuis la rédaction des dossiers, en passant par la gestion administrative et financière, jusqu'à la mise en œuvre du projet. Donc, il y a vraiment un suivi de la part de l'ensemble des équipes qui s'engagent dans la mise en place de ces projets et notamment jusqu'à accompagner les projets lors des déplacements. Donc, le deuxième écart, qu'on a aussi établi ensemble, se situe certainement à l'endroit de la performativité d'un contexte de coopération qui est défini comme académique et qui met donc indéniablement au travail des enjeux qui sont épistémologiques. Donc, en effet, bien que les instruments de la coopération soient majoritairement les mêmes pour les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, les ESA opèrent souvent des lignes de fuite à l'égard du contexte de coopération académique en travaillant à la périphérie des infrastructures classiques de validation du savoir. Les interlocuteurs, les interlocutrices sud, avec qui les ESA construisent leurs projets, sont en effet souvent situés hors des institutions d'enseignement supérieur. Donc, les lieux d'expérimentation des arts dans les Suds s'ancrent en effet bien souvent dans une économie et un tissu social complexe. Donc, les projets viennent dès lors mobiliser une pluralité de modes d'acquisition de connaissances qui accompagnent par la pratique commune des processus d'interconnaissance et de traduction interculturelle. Donc, ces éléments définissent, les deux éléments, à la fois le contexte institutionnel et économique et les enjeux épistémologiques, peuvent définir déjà les premiers éléments qui distinguent le travail de coopération que mènent les ESA par rapport aux autres contextes et aussi ce qu'elles peuvent apporter en termes de co-construction de récits réciproques. Donc, c'est à partir de ce premier constat, donc, qui est bien évidemment parcellaire et qui sera complété tout au long de nos échanges, parce que c'est la première fois qu'on prend la parole et qu'on se rencontre aussi entre ESA pour échanger à partir de cette expérience. Donc, cette premier constat a pour objectif de proposer certains éléments qui pourraient nourrir un processus commun de réflexion et d'échange des pratiques de nos écoles, des établissements supérieurs et des établissements sud, pour répondre aussi à ces questions effectivement que tu as posées, Gaëlle. Donc, qu'est-ce que les écoles supérieures des arts en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que c'est là qu'on se situe, de par leur singularité institutionnelle, peuvent-elles engager au sein des dispositifs de coopération, mais aussi comment, de par leur plasticité institutionnelle, elles peuvent donner place à l'émergence de pratiques transversales, donc des pratiques qui sont à la fois méthodologiques, pédagogiques et aussi épistémologiques. Donc, je suis la première à prendre la parole. Il y a ce premier constat qu'on a fait en commun, mais c'est aussi important de signifier que aussi je tente de répondre à ces questions à partir de l'ERG, qui est l'endroit où je travaille. Et donc, depuis une école supérieure des arts en arts plastiques visuels et de l'espace, donc comme vous l'entendrez, les ESA sont organisés en différents domaines selon les champs et les pratiques. Donc, Lorraine parlera tout à l'heure à partir du cinéma et des arts du spectacle. Et je parle aussi depuis une école qui, comme l'écrit un enseignant, Guy Ouetté, que je citerai plus tard dans un contexte de collaboration, qui travaille aussi dans un projet Amorce. Donc, dans une école qui est une institution qui a développé un savoir-faire qui s'appuie sur un collectif unique, sensible aux luttes et aux récits minorisés et à l'écologie des pratiques. Donc, c'est donc à partir de ce double point de vue situé que je m'adresse à vous aujourd'hui, donc celui d'une école supérieure des arts en arts plastiques visuels et de l'espace, et depuis la spécificité de l'ERG, dont le projet pédagogique et institutionnel a pour objectif de mettre collectivement au travail l'inconscient politique de l'institution afin de produire par le prisme des pratiques artistiques, théoriques et aussi pédagogiques de nouvelles formes de savoir et d'interdépendance. Donc, dans ce contexte-là, l'ERG a engagé deux projets. Donc, un premier projet qui a débuté
au Sénégal, qui a débuté suite à la collaboration entre un de nos enseignants, David Evrard, donc qui est responsable du master sculpture à l'école, et Ahmedine Khan, qui est artiste et réalisateur sénégalo-mauritanien, autour d'un projet qu'il a construit en collaboration avec Stéphane Verlet-Bottero, qui s'appelle l'École des Mutants. Donc, l'École des Mutants est une plateforme collaborative d'art et de recherche qui a été initiée à Dakar en 2018 et qui vise, et je les cite, à mobiliser des espaces pour produire, transmettre et pluraliser des savoirs sans hiérarchie en lien avec les mutations socioculturelles, écologiques et esthétiques du réel. Donc, ce projet expérimente, donc à partir de la réactivation d'archives, les possibles des utopies pédagogiques qui sont nées au Sénégal dans le contexte historique des indépendances postcoloniales, dont l'Université des Mutants, donc école expérimentale qui a été fondée par Senghor en 1978 sur l'île de Gorée, et qui a rassemblé à l'époque un nombre important de chercheurs et de chercheuses venus ensemble questionner les nouveaux territoires de partage de connaissances, donc loin des hiérarchies et de l'autorité épistémologique occidentale. Et donc, ces expérimentations voulaient faire émerger de nouveaux espaces, de nouveaux appareils pédagogiques hybrides à partir d'espaces radicalement multidisciplinaires. Aussi, c'est à partir de cet enracinement commun, donc ce questionnement par rapport à la possibilité de produire des appareils pédagogiques hybrides et nouveaux sur des espaces multidisciplinaires, que l'ERG et Dakar se sont rencontrés, donc grâce à l'École des Mutants. Mais ce dialogue s'est plus particulièrement ensuite agencé avec l'espace Médina et l'artiste Chera Bambaloum. Et c'est là grâce aussi... en fait, j'ai plein d'images que je ne vous montre pas. Ça, c'est l'ERG. Ça, c'est la charte de l'École des Mutants. Voilà. Et là, j'en arrive à Raw Material Company. Parce que c'est grâce à l'intermédiaire de Raw Material Company que je salue et à qui j'envoie mon soutien aussi actuellement parce que ils ont perdu leur fondatrice, Koyo Kuyo, la semaine dernière. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de rendre hommage au travail que fait Raw et que fait Koyo à Dakar. Et donc, c'est grâce à l'intermédiaire de l'École des Mutants et aussi de Raw Material Company que l'ERG a rencontré Chera et la Médina. Donc, la Médina occupe un espace vraiment particulier dans l'écosystème des arts présent dans la capitale sénégalaise. Donc, c'est à la fois un lieu de vie, d'exposition, une mosquée, un atelier. Et donc, par cette structure hybride, la Médina vient vraiment asseoir une diversité vécue de modes d'existence à la fois de la pratique artistique et des savoirs. Donc, collaborer avec cette visée commune vient un peu comme le signifie Chera. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours et il me disait que ce qu'on faisait ensemble, c'était transformer la verticalité des murs, de la monoculture de la connaissance formelle en des ponts pour rendre possible des dialogues avec diverses formes de savoir, souvent exclus des lieux de validation du savoir dit scientifique. Donc voilà, on essaie de transformer cette verticalité en horizontalité. Et donc, c'est dans cet engagement et ce désir mutuel de faire art et de faire monde autrement, de façon à la fois collective et située, que Chera est également venu enseigner à l'ERG en 2024, donc grâce au soutien de l'ARES et un projet dans le cadre du renforcement des capacités dont parlait Gaël. Comme ça illustre un peu ce qu'on peut faire. Et donc aussi, nous sommes actuellement au travail afin de poursuivre cette collaboration et de mettre en place ce qu'on essaye d'appeler un espace réseau, une sorte de tiers-lieu entre l'ERG et Dakar, où les savoirs et les propositions artistiques peuvent se rencontrer et favoriser un décentrement réciproque, donc au-delà de toute posture hégémonique, et de travailler vraiment sur cette réciprocité à partir en même temps de la diversité et de la répétition de nos espaces de travail. Et donc, Chera viendra d'ailleurs enseigner à l'ERG au cours des 2 prochaines années académiques, si on parvient à avoir le permis de travail, on l'espère. Donc, au sein de l'atelier pluridisciplinaire du master intitulé Atelier de pratique située, dont l'enjeu pédagogique, c'est justement d'engager des jeunes artistes à faire de la pratique artistique un lieu de pratique et de questionnement qui entre en relation avec des espaces de lutte et pour produire, et ça je cite le projet rédigé collectivement par les enseignants-enseignantes, donc pour produire des types inédits de communs et des nouvelles formes d'écologie du savoir. Donc ce premier projet, donc est le premier projet qu'on a engagé avec Dakar et donc qui a été soutenu par l'ARES avec un outil de renforcement des capacités. Donc le second projet, et là je sais que j'ai un problème d'image, donc ça n'apparaît pas. Donc il va falloir faire appel à votre imagination, ce qui peut être intéressant. Donc le deuxième projet est un projet qui a été engagé dans le cadre d'un projet Amorce,
qui est porté par Guy Wetté, que je citais tout à l'heure, donc en collaboration avec l'Institut des Beaux-Arts de Kosomba au Cameroun. Et je profite de ce moment pour souligner aussi le travail fantastique que fait Roméo Fandio à Liba au Cameroun pour mettre en place ce projet. Et donc ce projet Waka Studio Art, Recherche et Société à Djambé Penja a également pour visée d'expérimenter les possibles de nouvelles écologies pratiques qui viennent questionner la colonialité de nos structures et de nos imaginaires. Donc, en collaboration avec les équipes pédagogiques et les étudiants de l'ERG et de l'IBA à Kosomba, ce projet interroge comment faire école, comment faire institution autrement, en proposant des modèles d'organisation hybride et collectifs. C'est dans ces formations hybrides et collectives qu'on questionne la connaissance comme un partage possible, donc la construction d'une connaissance sans hiérarchie et loin de la performativité donc des épistémologies occidentales. Donc, par la construction d'un lieu commun qui est d'abord spéculatif grâce au projet Amorphe, donc qui est devenu entre Kosomba et l'ERG, mais ensuite potentiellement par la construction d'un espace dans le village de Djambé Penja. Je pense que Guy Wetté est en ligne, donc peut-être que lors des questions, il pourra préciser certains éléments. Il s'agit aussi de construire une collaboration pérenne où des savoirs et des propositions artistiques se rencontrent et se confrontent à partir d'espaces de légitimation hétérogènes et multiples. Donc, ce projet veut également créer des conditions de possibilité pour favoriser l'émergence de nouveaux objets et sujets de la recherche, à la fois artistique, institutionnelle et pédagogique. Donc, en expérimentant notamment d'autres formes de pratiques instituantes qui mettent en lien des acteurs et des actrices des milieux académiques, artistiques, culturels, des Nord et des Sud, avec comme visée commune donc, de faire l'expérience de nouvelles épistémées possibles. Donc, ces deux projets, donc, bien qu'ils prennent forme dans des contextes expérientiels qui sont différents, donc Dakar et le Cameroun, et plus spécifiquement Kosomba et Djambé Penja, donc se situe au sein d'un mouvement d'interrogation qui est complexe, qui traverse aujourd'hui les institutions culturelles et artistiques, mais également les établissements d'enseignement supérieur, donc celui relatif à la persistance coloniale, qui continue de déterminer les conditions de production et de validation du savoir, et dès lors aussi la production artistique. Donc, comment produire? La question est de savoir comment produire à partir de la singularité institutionnelle des écoles supérieures des arts, et donc notamment au regard du potentiel intrinsèque que ces institutions ont de produire un savoir qui est directement engagé dans la construction de nouveaux régimes de visibilité. Donc, comment à partir de ces écoles supérieures des arts, on peut produire un contexte de coopération qui engage l'institution école pour qu'elle devienne un lieu effectif, donc dans lequel se déjoue, comme l'écrit Marie-Laure Bonia, donc, les récits établis et interroger la persistance des inégalités sociales, épistémiques et représentationnelles héritées du colonialisme. Donc, pour conclure, l'expérience de ces deux projets nous a démontré à l'ERG que cette transformation des dispositifs de coopération qui engage également une coopération institutionnelle qui doit opérer également à l'intérieur de l'institution école elle-même qui engage ce processus, et donc qui se fait à partir de ce que le sociologue portugais des épistémologies des Suds, Boaventura de Sousa Santos, appelle un sens commun qui requiert 3 niveaux d'apprentissage. C'est d'apprendre que le Sud existe, apprendre avec le Sud et à partir du Sud, penser en tant que Sud, ou encore de savoir avec l'autre et non sur l'autre ou à propos de l'autre. Donc ce prérequis a engagé l'ERG non seulement dans ses projets de coopération, mais également à l'intérieur même du curriculum des étudiants et étudiantes de l'école, où les épistémologies des Suds traversent le récit pédagogique de l'institution. Donc, dès la première année, par exemple, les étudiantes se rencontrent grâce aux cours de Peggy Pierrot et Flavio Orzari. Donc, ils rencontrent le champ des études décoloniales afin de les initier à une pédagogie du regard qui permet d'approfondir les différentes formes artistiques, littéraires et critiques des expériences artistiques non européennes et non hégémoniques. En troisième année, ils rencontrent alors le cours de chemin qui est là, et également le cours de Sylvia. Et donc, ensemble, ils essayent vraiment d'accompagner les étudiants et étudiantes à ancrer ces questions d'épistémologie des Suds vraiment dans leur curriculum en entier. Donc, en troisième année, le cours aussi de pratique somatique et soins de Sylvia Mestorini explore à travers des expériences et des écrits anthropologiques des approches et compréhensions élargies et décentrées du corps et du soin pour penser des modes relationnels qui défient une modernité extractiviste et épistémologiquement meurtrière. Donc aussi, et pour conclure, c'est en mobilisant et en visibilisant des savoirs qui se situent à l'extérieur des cadres hégémoniques et normatifs et en proposant d'autres lieux d'expérimentation de ces savoirs que les projets de coopération à partir des écoles supérieures des arts peuvent peut-être réellement construire un contexte éprouvé de nouvelles écologies du savoir. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Wendy d'avoir partagé avec nous les nombreuses et riches activités de l'ERG et pour avoir introduit le sujet de ce midi. Et maintenant, nous allons écouter les enseignements de divers partenariats de l'INSAS par Lorraine Nancel. Laurel est depuis 5 ans directrice des relations internationales de l'INSAS et à ce titre, elle est impliquée dans les différents projets qu'elle va vous présenter. Lorraine est également membre de la commission de coopération internationale où avec d'autres, elle représente les ESAN. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour resituer, donc l'INSAS, c'est l'École supérieure des arts qui propose des formations dans les domaines des arts du spectacle, donc audiovisuel et théâtre, et de la danse. Donc je suis effectivement responsable des relations internationales, je ne suis pas directrice mais responsable. Et donc voilà, je vais aujourd'hui vous présenter des projets donc, en lien avec chacun des domaines. Et voilà, en espérant que cela vous donne envie aussi de vous lancer dans la coopération. Voilà, donc en petit préambule, une petite citation qui vous intéresse. Donc la coopération culturelle, l'art de créer des ponts entre les mondes. Donc c'est là que réside toute la richesse de la coopération culturelle. Elle ne se contente pas d'une transmission d'un savoir ou d'une compétence d'un pays vers un autre. Elle génère un dialogue dans lequel chaque partie trouve un moyen de renouveler ses pratiques, ses idées et ses valeurs. Il s'agit de construire ensemble un écosystème fertile qui encourage de nouvelles pratiques où la culture et la société se nourrissent réciproquement. Voilà. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, donc, ce sont les regards croisés. Donc, les regards croisés sont des projets qui existent à l'INSAS depuis 2004. Donc, on organise des échanges avec de nombreuses écoles de cinéma dans le monde. Donc, le projet Regards croisés a pour objectif donc, de permettre à des étudiants et des étudiantes d'écoles de cinéma partenaires de perfectionner leurs connaissances acquises au cours de leur formation en réalisant un film documentaire d'une vingtaine de minutes dans un cadre nouveau, dans un autre pays. Donc concrètement, donc, on a 2 étudiants et étudiantes de l'INSAS qui se rendent dans une école partenaire, donc dans un pays partenaire, pour réaliser un film documentaire, ça pendant environ à peu près un mois. Donc là, je vais vous parler de seulement deux pays partenaires, sachant que chaque année, en général, on fait 7 documentaires regards croisés avec des pays partenaires. Donc là, on a choisi donc, des pays qui font partie de la liste des pays de la CCI et dont certains ont été financés grâce au micro-projet, notamment de l'ARES. Donc le premier, c'est le regard croisé donc avec l'Équateur. Donc c'est des documentaires qui ont été réalisés dans le cadre de la coopération avec l'INCINE qui se trouve à Quito. Donc de ces partenariats sont nés 10 films documentaires qui ont été réalisés entre 2017 et 2023 par les étudiants de l'INSAS et par les étudiants de l'INCINE. Donc, c'est 5 films documentaires qui ont été réalisés par les étudiants de l'INSAS et 5 films documentaires par les étudiants et étudiantes de l'INCINE. On a pu remarquer que durant, donc, nos étudiants et étudiantes sont complètement libres de choisir les sujets sur lesquels ils travaillent. C'est une période très libre pour eux, les regards croisés. Ils ne sont pas cotés donc, sur ces projets-là. Donc, c'est un moment vraiment, ils partent quand ils sont en Master 1. De grande liberté, on va dire, pour eux, en plus du voyage. C'est un moment où ils peuvent explorer tous les thèmes qui leur semblent intéressants d'aborder. On a eu différents films, notamment en Équateur. On a eu un film sur l'opération, sur l'exploitation minière et sur une famille qui est complètement divisée en fait entre la protection de l'environnement et l'intérêt économique, donc les emplois que ça génère. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la famille, le père, qui est un grand défenseur en fait de la cause écologique et de la protection de l'environnement, et de l'autre côté, une de ses filles qui défend plus l'exploitation minière parce que ça amène voilà, économiquement beaucoup d'emplois, notamment son emploi à elle. Voilà, on a eu un film aussi sur la pollution des fleuves, donc par l'industrie minière, toujours également en Équateur. Et un film aussi sur la précarité du travail, notamment le travail des enfants, où là, les étudiants ont filmé des cireurs de chaussures donc, sur une place de Quito.
Ensuite, ces films sont diffusés dans des festivals internationaux. Donc ça, c'est aussi un des gros avantages, c'est que ça permet aussi ces films, une fois que les étudiants sont rentrés, que tout le travail de post-production est effectué sur les films, ils ne disparaissent pas dans les oubliettes. Ils continuent leur vie en festival, ils sont diffusés dans des films à l'international, parfois dans des festivals qui sont liés aux thématiques qui sont abordées en plus dans les films. Ils reçoivent régulièrement des prix, ils sont régulièrement sélectionnés. Voilà, donc c'est aussi une grande fierté, ça permet de faire connaître aussi ce travail de collaboration à l'international d'une façon mondiale et un peu plus large que le cadre de l'école en tout cas. Voilà, donc nous, là, on a parlé du film aussi de nos étudiants, mais on accueille évidemment les étudiants des écoles partenaires en retour à l'INSAS. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très riche pour la vie de l'école aussi. C'est des moments toujours très intéressants. Quand on accueille les étudiants et étudiantes des écoles partenaires, on organise des rencontres avec les étudiants et étudiantes de l'INSAS. Voilà, donc il y a toujours des liens qui se créent, des choses assez fortes qui se produisent. Voilà, donc là, j'ai mis un petit témoignage d'étudiantes de l'INSINE de Quito, et on verra aussi tout à l'heure un petit témoignage des étudiants et étudiantes du Bénin qui sont venus cette année. Donc le deuxième, toujours pour rester dans les regards croisés, donc cette année, on a initié un partenariat avec l'ISMA de Cotonou, donc pour la première année. Donc, qui a été aussi financé cette année grâce au micro-projet de l'ARES, on l'espère l'année prochaine aussi. Voilà, donc deux de nos étudiants qu'on voit sur la photo ici sont partis donc filmer un documentaire à l'ISMA de Cotonou. Alors, ils avaient décidé de faire un film sur comment la Venise de l'Afrique fait face aux conséquences de la mondialisation et du changement climatique. Donc, voilà, donc grand défi. C'est un projet qui a été parfois difficile à tourner. C'était la première fois qu'on faisait une collaboration avec le Bénin. Ils se sont rendus compte aussi que ce n'était pas toujours évident parce que, selon eux, les Béninois sont assez timides et assez réservés, donc n'aimaient pas trop parler d'eux-mêmes. Et c'est aussi ça qui est très intéressant en fait dans l'abord des regards croisés, c'est que d'un pays à un autre, les situations vont être très différentes et les enjeux, enfin les difficultés des fois que vont rencontrer certains étudiants ou étudiantes ne vont pas du tout être les mêmes d'un pays à un autre. Mais voilà, donc ça leur apprend aussi, ça demande aussi aux étudiants d'avoir une grande faculté d'adaptation, de savoir en permanence se réinventer, parce qu'ils ont un mois, c'est très court pour faire un film documentaire. Ils partent très souvent avec l'idée et l'envie de faire un sujet, et une fois sur place, ça devient parfois compliqué. Voilà, ils doivent trouver un nouveau sujet sur quelques jours. Donc, c'est vraiment une expérience pour eux qui est, dans tous les cas, et en tout cas la plupart du temps, très, très bénéfique. Voilà, donc là, je vais essayer de lancer le lien vidéo. Ça, c'est le petit témoignage des étudiants Bonjour, je suis Ousseini Sadadia. Cotonou que nous avons fait. Chemin. Nous sommes des étudiants en réalisation du cinéma au Bénin à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA de Cotonou. Nous sommes à Bruxelles dans le cadre du programme Regard croisé avec l'INSAS. Nous avons réalisé un documentaire sur le doublage des films et séries. Un sujet qui nous passionne beaucoup et aussi au pays, nous consommons beaucoup le média. Le principe a été de mettre en avant ce métier de langue et aussi ses acteurs. Et grâce à l'aide financière que nous avons obtenue de l'ARES, notre déplacement international a été facilité et les dépenses que nous avons engagées dans le projet ici à Bruxelles ont été prises en charge par l'ARES, ce qui nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions. Cette expérience aura forcément un gros impact sur nos carrières futures. On a appris beaucoup de choses sur le plan professionnel et culturel et on a pu rencontrer des personnes. Effectivement, cet échange aura forcément un impact sur nos carrières futures et d'enrichir mon expérience en termes de réalisation documentaire et d'en apprendre en même temps un peu plus sur les métiers du doublage. Et les difficultés rencontrées sur le terrain ayant été différentes de celles auxquelles on est habitué au pays, je pense que cet échange cette expérience va forcément en partie sur l'orientation que je compte donner à ma future carrière de réalisatrice. Merci. Merci.
c'était pour le petit témoignage. Je pense qu'ils ont un peu tout dit. Alors, je sais pas comment je passe. Oui, attends, j'essaie de passer à la slide suivante. Voilà, donc ils ont assez bien résumé. Et c'est vrai qu'au niveau des sources de financement, quand on arrive pour les regards croisés à obtenir des financements, notamment vers les micro-projets, c'est assez confortable parce que ça nous permet effectivement de bien couvrir les mobilités de nos étudiants et des étudiants entrants sans qu'il y ait de difficultés et sans faire de sélection sur des étudiants qui pourraient payer par exemple une partie de leur voyage. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Après, c'est des mobilités qui restent précaires parce qu'on dépend toujours des financements. Si une année, on n'obtient pas ce financement, bah, la mobilité est forcément remise en question. Voilà, donc c'est toujours aussi un peu la précarité de ces mobilités d'une année à une autre en fonction des financements que nous recevons pour tout ceci. J'ai des- Je crois que j'ai des choses qui ont disparu. J'ai des slides qui ont disparu. Ah, ah, elles étaient là tout à l'heure, mais c'est dommage, ce projet théâtre. Il était affiché? Non, Burkina, c'est le projet danse. Le Vietnam, Oui, le Vietnam. j'avais vu. Eh oui. Il n'est pas après? Non. Non, je ne crois pas. Non. Alors, je peux prendre mon ordinateur ou sinon je vous en parle comme ça, mais avec les photos, c'est quand même toujours mieux. Ils ont parlé ici. Si tu veux bien. Oui, on va essayer d'en parler sans photo. Je peux prendre mon ordinateur et bon, alors on va rester sur celle-là pour le moment, mais je vais déjà quand même vous parler du projet théâtre sans assistance PowerPoint cette fois. Alors, je vais essayer de m'en souvenir parce que je n'ai pas toutes les dates en tête. Depuis 2010, nous collaborons avec la SKDA donc de Hanoï, de Hanoï au Vietnam, via en fait les programmes de coopération bilatérale donc mis en place par Wallonie-Bruxelles International. Et donc Wallonie-Bruxelles International a financé pendant plusieurs années de la coopération, notamment au niveau audiovisuel et formation documentaire pour ses étudiants. Et en 2021, donc la SKDA nous a demandé si nous pouvions aussi intervenir pour leur théâtre. Donc la SKDA, c'est une école donc nationale aussi de théâtre et d'audiovisuel, donc qui se situe à Hanoï. Donc nous, on a accepté évidemment de collaborer pour la mise à jour en fait de leur formation en théâtre. Ils souhaitaient en fait pouvoir donner une version un peu plus contemporaine, donc une pédagogie un peu plus contemporaine de l'éducation au théâtre, parce que l'enseignement qui se fait actuellement est basé vraiment sur un théâtre très traditionnel. Donc depuis 2022, donc le premier programme 2022-2024, nous avons envoyé, alors j'essaie de me souvenir de tête, je n'ai pas l'appui, donc nous avons envoyé 6 professeurs en fait à la SKDA de Hanoï, voilà, pour donner des cours pour cette formation, pour les aider donc dans leur formation contemporaine du théâtre. Donc ça, c'est un projet qui est financé, comme je l'ai dit, par Wallonie-Bruxelles International. Voilà, donc ce programme, normalement, devait s'achever en 2024 et là, il a été renouvelé pour 3 années supplémentaires et il devrait ensuite s'achever donc en... Ah, voilà. Ils sont là.
C'est celle-là. Parfait. Ça ne marche pas, problème technique. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Voilà, donc je ne sais plus où j'en étais, mais oui, donc voilà, donc c'était renouvelé pour 3 années supplémentaires. Donc de nouvelles missions vont redémarrer, donc nos professeurs vont partir à la SKDA à partir de cet automne, et elles devraient se finaliser donc en 2027 avec la venue des étudiants de la SKDA à Noy ici à Bruxelles pour la création d'un spectacle donc en collaboration avec les étudiants et étudiantes de l'INSAS et mise en scène en fait par nos professeurs. Donc il y aura une représentation qu'on espère publique, qu'on espère dans un grand théâtre ici à Bruxelles et qui sera en fait un peu le point d'orgue de cette formation. Voilà. Voilà pour le théâtre. Donc maintenant pour le dernier volet donc sur la danse. Donc le master danse, il existe seulement depuis septembre 2021. Il a été créé en collaboration avec Charleroi Danse, la Cambre et l'INSAS. Et donc, c'est un master qui a une volonté aussi d'être un master international, qui soit aussi bien des étudiants et étudiantes présents dans le master que dans les projets en fait, que nous développerons à côté, en tout cas sur l'international. Donc cette année, par exemple, on a un de nos professeurs en fait, de ce master danse qui est chorégraphe, Julien Carlier, qui est parti pendant une semaine donc, au Burkina Faso pour parler en fait de sa pratique de la chorégraphie donc à Ankata, qui est un laboratoire international de création et de recherche. J'essaie de vous enlever ça. Voilà, donc qui est un laboratoire international de création et de recherche des arts de la scène, donc qui se trouve à Bobo Dioulasso, donc au Burkina Faso. Donc Ankata Next Generation, c'est un programme de réinsertion socioculturelle qui est destiné aux jeunes de la région des Hauts-Bassins, lancé en février 2019. Donc il répond à la volonté de former de futurs artistes en leur offrant une solide base théorique et pratique dans les métiers des arts de la scène. Donc, ce programme de formation professionnelle multidisciplinaire s'adresse à des jeunes de 18 à 25 ans, diplômés ou non. L'objectif est de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour s'insérer professionnellement dans le milieu culturel, tant au Burkina Faso qu'à l'international. Je l'essaye. Voilà, donc notre professeur Julien Carlier est parti pendant une semaine, donc il a donné cours donc, à cette classe. Donc l'autre slide, c'est dommage, c'était intéressant, c'était son témoignage justement sur le fait de présenter ce que lui aussi ça lui a apporté. C'est aussi un peu le principe, je trouve, intrinsèque de la collaboration, c'est que c'est pas seulement notre professeur qui va donner des cours sur qui va donner des cours à une classe, c'est aussi donc pas seulement, voilà, merci. Tout ce qui peut leur apporter, c'est aussi toutes ces choses avec lesquelles nos professeurs reviennent. Donc Julien en parle très bien. Il dit: j'ai partagé les fondements de ma recherche artistique située en danse contemporaine, technique hip-hop et pratique urbaine. Le travail s'est articulé autour de la composition chorégraphique, de l'improvisation dirigée et d'un dialogue entre langage personnel et outils d'écriture corporelle. Mais surtout, cette mission m'a offert l'opportunité d'immerger ma pédagogie dans un autre contexte culturel, tout en découvrant la richesse traditionnelle burkinabé et la manière dont elles influencent la pratique contemporaine locale. J'ai pu nourrir ma réflexion sur les enjeux de transmission, sur les liens entre corporalité et ancrage culturel, et sur la manière d'adapter mes outils pédagogiques à un autre cadre d'apprentissage. Voilà, donc ça pour finir donc, sur ce dernier projet. Et pour montrer que justement ces projets ne seront pas à sens unique et que nos professeurs, quand ils reviennent, que ce soit nos professeurs, nos étudiants ou autres, reviennent en général transformés de ces mobilités. Il se passe toujours quelque chose et ça nourrit forcément la pédagogie ensuite et leur pratique au quotidien dans nos écoles. Voilà, donc là, une petite vidéo, mais là, je ne pense pas que ça va fonctionner non plus. Oui, non, mais c'est pas grave, c'était pour mettre sur YouTube, mais normalement, je crois. Voilà. Donc, pour conclure tout ça, donc la coopération internationale n'est évidemment pas gérée uniquement au sein des services des relations internationales.
la réflexion et l'implication de la direction, du corps pédagogique et professoral est toujours nécessaire pour qu'on puisse penser en amont, pendant et ensuite tout ce qui naît de tous ces projets, de cette collaboration. Et enfin, toutes ces mobilités permettent à nos institutions de rayonner au sein international et de démontrer aussi notre savoir-faire de façon générale. Voilà. Merci Laurent d'avoir partagé cette belle diversité de tous vos projets et toutes nos excuses pour ton PowerPoint. Alors maintenant, écoutons la présentation des enseignements d'un projet parmi d'autres de la Cambre par Pierre Loas. Il s'agit du projet des territoires tissés. Et si vous êtes intéressés, il y a quelques brochures qui présentent le projet ici à gauche. Pierre est enseignant à la Cambre. Il est le responsable de l'option architecture d'intérieur et il est par ailleurs architecte. Tu as la parole. Merci. Désolé pour ma voix un peu nasillarde. Ici. Bon, je fais pour le prédit, je vais essayer. Allez-y. Oui. Merci. Donc oui, en effet, je vais vous présenter un projet particulier, donc le projet Territoire Tissé, qui a été mené à la Cambre en partenariat principal entre les options d'architecture d'intérieur, de design textile et de design industriel, avec aussi accessoirement des étudiants et des étudiantes de photographie et de communication graphique qui se sont joints au projet. Donc un projet qui a été soutenu par WBI et l'ARES et qui est un projet de coopération de coopération, je sais pas, enfin en tout cas de collaboration entre l'ABPPTA, donc l'association des tissants traditionnels d'Abomey, et l'EPA, l'école donc des tissants qui sont à Abomey, donc l'ancienne capitale du Dahomey, et l'EPA qui est l'école du patrimoine africain qui se trouve à Porto Novo. Le projet est parti. En fait, le point de départ du projet, c'est un appel de Constant Adenon qui a appelé Anne Masson, donc la responsable de design textile, pour lui demander si on pouvait à la Cambre reprendre un projet qui était déjà existant mais assez mal emmanché, disons, de coopération entre WBI et l'association des tisserands. Et donc Anne a il a balle au bon, nous a associé design industriel et architecture. Et on a remis donc un projet sur 5 ans à WBI. Donc le projet a commencé en 2019, s'est terminé l'année dernière en 2025. Alors le point de départ du projet, c'est Christophe, donc c'est le monsieur que vous voyez là, qui est un tisserand qui a un âge qu'on ne connaît pas, mais qui est très, très âgé, qui est un peu le garant, enfin, ou la mémoire du tissage traditionnel à Abomey. Donc dans le contexte du tissage au palais d'Abomey, il n'était plus tout à fait intervenant. Il est très âgé, il habite un peu plus loin, donc il n'est plus un des tissants. Mais par contre, on savait que lui avait la connaissance de l'ensemble des tissus traditionnels de la cour d'Abomey. Et donc, on a fait un projet qui est plutôt, en fait, d'abord une remise en relation de Christophe avec l'ensemble des tisserands d'Abomey et des tisserands, parce qu'il y a 2 femmes ou 3 femmes c'est un métier qui est
principalement masculin, mais il y a 3 femmes parmi eux, parmi elles. Et donc, on a convoqué d'une certaine manière Christophe pour inventorier l'ensemble des tissus traditionnels qui étaient tissés à la cour d'Abomey. Donc là, vous avez un petit trombinoscope des tisserands et des tisserandes. Et donc, il y a principalement 2 types de tissage. Un tissage horizontal, qui est celui que vous voyez à gauche, sur des métiers qui font entre 30 et 35 cm de large. Et un tissage vertical, qui est celui que vous voyez à droite, qui est principalement utilisé par les femmes et qui, là, permet des formats un peu plus longs. Donc ça, c'est vraiment le contexte existant du tissage. Au sein du palais, ce sont des types de métiers vraiment très, très artisanaux et très rudimentaires. Et donc, quand je disais la transmission, c'était effectivement une transmission entre tisserands, et je pense que c'est même là, en fait, le principal du projet, c'était aussi au-delà de l'inventaire des tissus, de voir comment les tisserands et les tisserandes peuvent garder la trace. Il n'y a aucune tradition écrite quant au tissage, et donc les tisserands ont l'habitude de tisser certaines choses, et puis ils font en fait que ça, parce qu'ils ne savent plus comment faire l'ensemble des autres tissus. Et donc, notre rôle, dans un premier temps, ça a été de remettre donc, Christophe en contact avec les tisserands, de lui faire tisser lui-même une série de tissus qui n'étaient plus usités dans le palais, et de les cataloguer. Et donc, c'est aussi un échange. C'est peut-être aussi un peu décousu, je suis désolé, contrairement aux autres, j'ai pas suis un peu en improvisation. Donc, c'est un échange qui consistait aussi à. Donc, il y avait des étudiants et des étudiantes qui venaient de la Cambre 2 fois par an. Donc, au mois de novembre, il y avait une session de 10 jours de travail sur place avec des enseignants, disons. Et puis, au mois de juillet, il y avait un stage de 5 semaines où 3 ou 4 étudiants restaient au Bénin. On amorçait le travail pendant 1 semaine et puis il restait encore 4 semaines sur place. Et dans l'autre sens, chaque année, il y avait la venue au mois de novembre, donc après notre workshop sur place, la venue à la fois d'étudiants et d'étudiantes de l'EPA et de tisserands en Belgique. Et donc, voilà, c'est quelques images du contraste entre le tissage industriel dans le nord de la France ou en Belgique et celui au Bénin. Le contexte aussi est assez particulier. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'il y avait des étudiants d'architecture, parce qu'on pourrait se demander ce que des architectes ont à faire avec du textile ou même des designers. Et donc, le contexte est particulier donc, parce que les tisserands se trouvent dans l'ancien palais du roi Agonglo. Donc, au Bénin, où il y a une grande dynastie. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire du Bénin, mais Agonglo est un roi qui a amené les tisserands du Togo au travers de certaines conquêtes qu'il a fait au Togo, notamment un tisserand en particulier qu'il a amené à son palais, et il a développé tout un artisanat spécifique de tisserand. Et donc, à l'occasion du bicentenaire, donc là vous voyez, donc, je vais quand même repasser un peu ici. Donc là vous voyez le contexte du tissage. Donc les tisserands sont dans donc la partie ronde que vous voyez là, c'est une sorte de kiosque qui se trouve au milieu de cours. Il y aura un plan après où il y a à chaque fois 6 ou 8 petits bâtiments dans lesquels chaque fois 2 tisserands se trouvent. Et donc c'est un palais, c'est une partie du palais qui a été reconstruite pour le bicentenaire du règne d'Agonglo, à côté de son palais princier. Donc en fait, je vous dis quand même 2 mots sur la structure urbaine au Bénin. Donc les rois, il y a le palais royal qui se trouve au centre, disons, et chaque prince avait un palais princier en périphérie, donc qui structurait une sorte de quartier autour de son palais princier. Et donc ce que vous voyez là, en haut à gauche, c'est le palais princier du roi Agonglo. Et ce que vous voyez en dessous, ce sont les parties dédiées au tisserand. Donc vous voyez qu'il y a 2 cours. Il y en a une qui est plus près du palais principal et l'autre qui est un peu plus loin. Et donc c'est aussi d'ailleurs un des enjeux, vous verrez après, c'est sur des sites quand même historiquement très, très importants, très intéressants. Et donc il y a ce mélange entre un site historique et un site opératif dans lequel les artisans se trouvent, ce qui est un cas assez unique à Abomey, où il y a beaucoup
du coup de palais princier, puisque chaque roi avait son palais, mais c'est le seul qui est véritablement encore actif avec des artisans. Voilà, donc je vous montre un peu les cours, le site. Et donc ça, voilà, ça c'est le début, disons, du projet. Donc c'était cette sorte d'inventaire ou de recréation des tissus historiques. Il faut savoir aussi que ce qui était intéressant avec Christophe, c'est que chaque tissu a une signification, enfin, ou une ou des significations. Et donc, on a fait, je ne vous ai pas mis des microcapsules, on a aussi fait des films pour documenter à la fois la manière de préparer le tissage, de tisser, mais aussi la signification ou les significations de chacun des tissus. Et donc, une des premières actions qu'on a faites, c'est de tisser d'abord, et puis d'inventorier, comme vous voyez à gauche, les tissus et leurs variations, à la fois de couleurs, de motifs, d'échelles, etc. Bon, on va pas passer, si ça vous intéresse, le catalogue est assez complet. Vous verrez que là, il y a beaucoup enfin, il y a tous les motifs tissés qui sont présentés. Donc ça, c'était le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail, c'était de retravailler sur la teinture végétale. Donc depuis de nombreuses années, les tisserands n'utilisaient plus de teinture végétale. Il faut savoir aussi qu'il y avait un problème, enfin, une question assez complexe vis-à-vis du coton, c'est-à-dire que le Bénin est un des producteurs principaux de coton, mais il n'y a plus de filature de coton, et donc c'était très difficile pour les tisserands et les tisserands de s'approvisionner en coton. Ils doivent à chaque fois aller au Burkina Faso acheter leurs matières premières, qui a souvent fait un cycle invraisemblable du coton qui va en Chine et qui revient, enfin bon, des choses comme on peut les imaginer. Et donc, un des premiers axes aussi, ça a été de retravailler la teinture végétale pour être moins dépendant euh, des couleurs et aussi pour réactiver des traditions de teinture végétale. Donc les essais qui ont été faits là sont des essais qui ont été faits principalement à base de manguier parce que le site en est plein. Il y a d'autres expériences qui ont été faites, mais donc ça a été un axe aussi important et qui, vous verrez après, a aussi eu des prolongements dans les questions de paysage et d'architecture. Et donc c'est aussi là que les étudiants ou les étudiantes en architecture ont eu quelque chose à dire, et aussi vis-à-vis de l'EPA où il y avait quelques étudiants et étudiantes qui s'intéressaient à ces questions-là. Question de teinture végétale qui a aussi été prolongée à Bruxelles avec différents intervenants et intervenantes pour tester d'autres formules et d'autres matières premières. Un autre axe de travail, ça a été, une fois que le catalogue des tissus historiques a été fait, c'était de travailler sur des variations et sur les motifs. Donc, il faut savoir aussi que les motifs sont très importants dans le tissage et dans la culture béninoise. Chaque roi a son emblème, et donc les tisserands continuent à tisser. C'est en ça aussi qu'ils sont particuliers, c'est que vraiment c'est une pratique qui est liée à la cour royale et aux motifs et tissus de la cour royale. Donc ils ne tissent pas d'autre chose que ça, ils tissent que les choses qui étaient liées au roi. Et donc on a fait avec les tisserands, les tisserantes et les étudiantes, voilà, des variations, des essais sur le positionnement des motifs, leur schématisation, des différences de densité de tissus, de couleurs, etc. Vous voyez là, voilà, un moment d'échange où les semaines de travail, quand on était là au mois de novembre, il y avait des groupes de tisserands qui s'associent, enfin, qui étaient en partenariat avec les étudiants et les étudiantes, et donc qui tissaient par la demande, disons qu'on co-construisait avec eux justement les variations de thèmes et de motifs. Et donc là, c'est une présentation où chaque tisserand montre le travail qu'il a fait effectué pendant la semaine et comment il a abordé la question. Ce qui était des moments aussi très importants pour eux parce qu'en fait, ils étaient totalement libres, ceux qui ne sont pas de manière générale, où ils sont dans un mode de production pour la vente et pour voilà, qui est principalement des ventes aux touristes qui viennent pour visiter le site du Palais Princier qui se trouve à côté. Et donc là, ils avaient chaque fois une semaine, 10 jours de totale liberté pour expérimenter d'autres choses avec les conseils à la fois de Christophe et des étudiants ou des étudiantes qui eux-mêmes ou elles-mêmes se mettaient aussi au travail. Un autre axe qui a été ensuite mis en place, c'est
le mobilier, je m'excuse, je vais me gaucher. Ça n'a pas été beau à voir en visio, ça, mais bon. Donc, du mobilier, où là aussi les étudiants d'architecture et de design industriel ont collaboré avec des étudiants de design textile. Une des questions que les tisserands se posaient, c'était aussi, finalement, est-ce qu'on peut faire autre chose que les nappes qui faisaient au kilomètre ou des coussins. Et donc, on a, en collaboration aussi avec des artisans locaux, qui était une dimension importante, non seulement donc pour le tissage, mais aussi pour la ferronnerie, la menuiserie, etc. Les étudiants et les étudiantes ont dessiné une série d'éléments de mobilier, transat, repose-pied. Vous voyez aussi un présentoir pour les tissus, parce qu'il y avait donc toute une demande aussi de pouvoir présenter les tissus à des éventuels clients sur place. On a aussi mené enfin, on crée les liens entre certains couturiers à côté de nous et les tissants. Et donc voilà, ils avaient besoin de certains dispositifs que les étudiants et les étudiantes ont contribué à fabriquer. Et donc après, tout ça, c'est un peu incarné. Enfin, il y a aussi eu un moment, je ne l'ai pas mis sur la présentation, mais pendant le Covid, on a été forcément empêché d'aller au Bénin. Et donc, pour ne pas euh, rompre la dynamique et aussi pour venir en aide aux tisserands et aux tisserandes qui étaient en difficulté, notamment à cause du tourisme qui avait cessé, on a fait un site internet qui était un site de vente au travers duquel ils ont pu continuer à vendre certains éléments. Donc là, vous voyez quelques photos du site et des variations donc, sur des tissus tout à fait traditionnels, le dévot, le fouillis ou le motif du rognier, qui est le symbole du roi Agonglo, de différentes choses qui ont été euh, fabriquées. On a aussi eu des sessions de travail pour affiner simplement bêtement les finitions d'un coussin, d'un tote bag, d'un essuie ou d'une nappe. Donc là, vous voyez quelques exemples un peu plus achevés, disons, du travail de tissage et de production. Et aussi une collaboration qu'on a faite en fin de séjour, donc la dernière année, avec Marcel, un- une personne qui fait des sandales à partir de pneus récupérés et avec lequel on a développé donc, du tissage beaucoup plus fin pour pouvoir faire des sangles de tongs à base de pneus recyclés. Une collaboration hyper rapide, efficace et très enthousiasmante. Une autre partie sur laquelle on est intervenu, ou on a travailler avec les étudiants, les étudiantes et les tisserands et les tisserandes, c'est ce qu'ils appellent la salle de créativité. Donc en fait, c'est l'endroit où à la fois ils vendent leurs tissus, mais c'était aussi pour nous une sorte de bibliothèque de tous les tissus, de tous les motifs historiques. Et donc voilà, bon, j'ai mis deux, trois images comme ça, mais on a travaillé quand même de nombreuses fois sur l'adaptation, à la fois pour que ça soit pratique en termes de présentation et en termes de vente. Et alors, un avant-dernier axe, c'est la signalétique du site. Donc, parce que comme vous avez vu, donc, il y a le Palais Princier dans lequel certains groupes touristiques viennent, et puis après, en général, ils font le tour du Palais Princier, et puis si le guide ne les amène pas jusque chez nous, ils ne viennent pas. Et donc, on a travaillé avec un peintre local et les artisans et les artisanes sur euh, la signalétique, à la fois à partir du palais princier et aussi, vous avez vu qu'il y avait deux cours. En fait, il y a une cour qui est un peu plus loin et donc, dans laquelle quasiment personne ne va. Et donc, on a essayé de réactiver ça en recréant aussi un nouveau parcours avec un chemin qui relie les deux cours et avec une signalétique spécifique pour pour le site. Et alors le dernier volet, qui est celui d'ailleurs le moins avancé, je dirais, c'est le projet. Ils avaient le projet de fabriquer une cantine et en même temps un abri pour la teinture végétale, parce que
il pleut quand même pas mal et quand on fait de la teinture végétale, il faut pouvoir sécher à certains moments. Enfin, il y a tout un processus de mordançage, teinture, séchage, etc. Et sans abri, c'est pas évident parce qu'il faut faire la teinture en sachant qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 jours. Et bon, c'est jamais tout à fait certain en plus non plus. Donc, ils avaient le souhait de fabriquer un abri pour pouvoir à la fois sécher et aussi faire, vous avez vu, les bassines, le feu, les produits, etc. Et donc, on a travaillé avec les étudiants et les étudiantes sur une sorte de mixte entre la cantine et la teinture végétale. La cantine, c'était une demande de Constant aussi, parce qu'il y a quand même une quarantaine de personnes qui travaillent sur le site. Pour l'instant, il y a des dames qui passent le midi avec des propositions de repas, mais ils avaient envie de créer un lieu et un moment plus convivial pour la cantine. Et donc, c'était l'occasion de mélanger, enfin, sans de les mélanger, parce que la cuisine et la teinture, ça ne fait pas vraiment un bon ménage, mais de mettre côte à côte les deux sources de feu du projet. Et donc, voilà, tout ça s'est terminé l'année dernière avec deux moments de restitution principaux. Un à la Cambre, au 425, donc au bâtiment au rez-de-chaussée de l'avenue Louise, et un deuxième dans un lieu qui s'appelle Le Centre, à côté de nous. Il y a un petit centre, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Bénin, qui est à côté du petit musée de la Récade, qui est un endroit super, très, très actif, avec beaucoup d'enfants qui passent après l'école. Il y a une petite bibliothèque, il y a le petit musée de la Récade. Et il y avait donc l'exposition Territoire tissé qu'on a aussi fabriqué à base des éléments, notamment métalliques, qui avaient été utilisés pour le mobilier. Donc ça, c'était Bruxelles, et ça, c'est Cotonou. Et, et voilà, c'est fini. Merci Pierre pour la présentation de ce projet qui montre à quel point on peut introduire beaucoup de disciplines au sein d'un même projet. Voilà, notre dernier intervenant, Thomas Mouteba Luntumboué, professeur d'histoire de l'art à la Haute École Albert Jacquard, à la Cambre et à l'École de recherche graphique, mais aussi membre fondateur d'Africalia. Thomas a créé de nombreux projets en lien avec l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et l'Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi, mais c'est moi qui ai choisi de ne citer que ces deux-là. Thomas va nous partager ses expériences et nous livrer quelques mots de perspective avant notre débat. Merci. Merci d'être là. Je n'aime pas beaucoup parler dans un micro. Et ce que j'ai fait dans ce diaporama, c'est de tracer quelques lignes de force. Et je vais, pour cette tâche très difficile de tracer des perspectives, avoir besoin de votre aide. Donc, j'espère que ce moment va être aussi un moment de co-construction, parce que l'expérience, c'est un peigne pour une tête chauve. Donc, si je vous raconte mes expériences, je ne connais pas être parent pour vous tous et pour vous toutes. Parle bien dans le micro pour les gens. Alors, d'abord, une première question, est-ce qu'il y en a parmi vous, une personne parmi vous qui parle une langue africaine? Levez la main. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ce n'est pas forcément un souci. Donc, je vous invite sur Internet à apprendre au moins une langue africaine avant de vous engager dans un projet d'échange avec le continent. Ou alors, si vous avez un peu de temps, de lire un roman. Dominique peut vous en conseiller, de lire un roman, parce que dans un roman écrit par un auteur local, vous pouvez avoir accès à la complexité, vous pouvez avoir accès à la perspective, vous pouvez avoir accès au point de vue et au regard de personnes, vous voyez, qui sont localement impliquées dans la vie, dans le pays où vous voulez aller, etc. Donc, très important, effectivement, de se mettre à la place de l'autre. Et se mettre à la place de l'autre, c'est comprendre son imaginaire, comprendre son univers, comprendre le cadre dans lequel il se démêle tous les jours avant d'aller à sa rencontre.
Et je pense que la meilleure manière, c'est de le faire à travers la langue, la curiosité et l'intérêt qu'on peut avoir pour l'autre. Commence déjà par cet apprentissage. Parce que une fois sur le terrain, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens en Afrique parlent plusieurs langues africaines et plusieurs langues européennes. En ce qui est mon cas, je peux arriver à parler entre 7 et 8 langues. Rien qu'au Congo, je peux en parler 3 couramment et en comprendre une 4e. Donc, falo portugais também. Je peux parler espagnol também. Donc, je peux comprendre le néerlandais, etc. Donc, je vous invite vraiment à faire cet effort de curiosité. Et pour commencer donc, ce petit parcours, j'ai envie de vous montrer ce tableau qui est issu d'un auteur non occidental, qui est Arjuna Padurai, qui est un anthropologue. Je pense qu'il a travaillé beaucoup au Canada et qui, à travers les 5 dimensions des flux globaux, nous brossait, je pense que le livre qui s'appelait Modernity at Large, qui est sorti en 1996, je pense, essaie d'aborder le phénomène de la globalisation à travers un schéma qui mettait en perspective, en réalité, ce qu'il appelle 5 dimensions des flux globaux, et ces flux qu'il a appelés des scapes, donc des paysages, dans lesquels on peut comprendre un certain nombre de disjonctions en fait, qui font que la globalisation est un problème. Et il a défini, vous voyez, 5 paysages dans lesquels on voit le terme ethnoscape, qui renvoie à l'idée de la mobilité de personnes, de travailleurs migrants, de voyageurs, etc., ou de personnes comme vous, comme moi, qui vont dans un autre pays dans le cadre d'un projet de coopération, etc. Mais par rapport à ce paysage de la mobilité des humains, il y a de fortes inégalités. Il est très facile, quand on a un passeport britannique ou français ou européen en général, d'aller partout dans le monde, mais c'est très compliqué si vous avez un passeport congolais. Donc, l'Europe est une vraie forteresse. Il n'y a pas que Donald Trump et les autres qui ont inventé les murs. Il faut savoir qu'à travers Frontex, à travers toute une série de mesures d'arrêt de migrants en Afrique même et aux frontières européennes, il y a cette réalité de l'inégalité dans la mobilité, ce qui est le reflet justement de cette mondialisation. Alors, il y a un autre paysage qui est le paysage de la finance, qui est la question de la financiarisation de l'économie. Là, je n'ai pas besoin de l'illustrer. Ce qui est intéressant, c'est le paysage des idées, des idéoscapes peut-être dans lequel le monde de l'art, de l'imagination, de l'imaginaire se situerait. La manière dont nous transportons avec nous aussi nos propres visions de ce qu'est l'art, de ce qu'est la culture. Vous voyez que lorsque nous présentons notre façon de travailler, nous transportons avec nous aussi toute une série de narratifs, de normes, de concepts qui ne sont peut-être pas partagés par nos partenaires. Donc, à travers ces disjonctions qu'ils peuvent avoir entre ces différents flux, on a à chaque fois un état, je dirais, un état de lieu qu'on peut faire de différents pays. Un exemple très simple que je peux vous donner, j'ai vu par exemple des personnes à Lubumbashi, qui est la 2e ville du Congo, travailler à la pioche en train de creuser les tranchées. Et je me suis étonné qu'en 2013, des gens travaillent encore à la pioche en plein soleil. Et on m'a répondu, mais ils sont en train de travailler pour installer la fibre. Et je me suis étonné qu'en 2013, on installe la fibre pour les multinationales qui travaillent dans les sociétés minières. Et juste à côté, les gens n'ont pas d'eau potable. Les gens n'ont pas d'électricité. Ça, c'est une des réalités justement de la globalisation avec ces disjonctions. Et là, on est dans ce qu'on appelle les technoscapes, c'est-à-dire le paysage technique de la technologie qui n'est pas accessible partout. Donc, chaque pays dans lequel vous allez vous trouver, il y a un rapport une sorte d'échelle ou d'intensité avec laquelle un de ces flux va être plus manifeste. Alors, j'ai aussi une petite anecdote à vous raconter. Lorsque j'étais enfant, au Congo, il y a une politique qu'on appelait la politique de l'authenticité. Il était lancé par le président de l'époque. Et aujourd'hui, on raconte une anecdote qui dit que à l'époque de l'authenticité, on pouvait présenter un avion et dire aux gens, voilà, cet avion a été entièrement assemblé par des ingénieurs zaïrois. Et tout le monde se précipitait pour monter dans l'avion fièrement. Aujourd'hui, si on dit qu'un avion est assemblé au Congo,
tout le monde va se précipiter pour en descendre. Hein. Donc, les gens sont très, très lucides aussi sur, je dirais, l'état de l'économie, l'état de la politique, l'état social, etc. Et donc, c'est très important d'être très, très réaliste aussi par rapport à notre position quand nous venons d'Occident, dans notre position de sauveur et avec vous voyez, cette volonté légitime de collaborer. Mais il faut constamment prendre conscience de cette asymétrie qu'il y a entre des gens qui vivent la catastrophe et des gens qui parviennent à éviter cette catastrophe. Il faut savoir que beaucoup de pays qu'on va visiter sont en avance sur la catastrophe. C'est le cas pour le Congo, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes que vous allez voir là-bas qui ne sont que ce qui peut se produire à l'échelle globale dans un futur relativement proche. Voilà, je ne vais pas être plus pessimiste que ça. En tout cas, ce que je veux faire passer comme message, c'est une forme de désenvoûtement eurocentrique, c'est-à-dire de cesser de voir le monde à partir, encore une fois, de narratifs qui sont produits par voilà, toute une série de récits qu'on va qualifier d'hégémoniques, qui sont notre vision de la question du développement, notre vision de de ce qu'est la coopération. Donc, très important, et là je me réfère à un champ théorique qui est la théorie décoloniale, voilà, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. C'est plutôt les mouvements décoloniaux qui m'ont annexé à leurs travaux, parce que je suis constamment invité par eux, parce qu'ils me reconnaissent dans ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu écrire. Et donc, dans la théorie décoloniale, on parle beaucoup de décentralisation épistémique, dans le sens où toute la théorie qui nous permet de penser le monde aujourd'hui est produite par 5 ou 6 pays dans le monde, et avec les grandes universités qui font, je dirais, la BCD de ce qu'est l'économie, de ce que sont les sciences sociales, etc. Et on tient un peu compte des productions intellectuelles du Sud global. Hein, donc, c'est très important lorsqu'on se déplace dans le Sud global de connaître la production théorique aussi des universités locales, de les lire et de voir combien il est important d'aborder les modernités au pluriel, de savoir que modernisation ne veut pas dire occidentalisation, que dans la globalisation, il y a certes une uniformisation, mais il y a aussi une grande hétérogénéisation, une grande volonté locale aussi de répondre à la globalisation par une forme de distinction, une forme de, je dirais, de réveil aussi de tout ce qui a été invisibilisé par la colonisation. Donc, très important, cette décentration épistémique, de s'emparer justement des savoirs locaux qui ont été négligés par 500 ans en réalité de colonialisation, et aussi les 40 dernières années que nous venons de passer dans la globalisation, qui sont des années extrêmement destructrices, puisque une toute petite minorité du globe vit sur le dos de l'autre, exploite toutes les ressources. Ça, c'est la réalité de la globalisation aujourd'hui. Donc, il n'est pas anodin, lorsqu'on se déplace du nord vers le sud, d'invisibiliser aussi sa responsabilité dans, encore une fois, ce passif de 500 ans de colonisation et de 40 ans de globalisation. Donc, important de décentrer aussi notre regard, intégrer la pluralité des savoirs et refuser les récits hégémoniques. Les récits hégémoniques, c'est aussi de ce que les nouveaux médias nous proposent aussi comme manière alternative de nous informer sur ce qui se passe dans le monde. Parce que si on écoute les médias mainstream, on a toujours le même son de cloche. Hein, et c'est très important d'aller sur le terrain, de parler aux gens, d'écouter leur vision du monde. Donc, très important de se désenvoûter de la manière dont nous avons été formés, la manière dont, en tant que formateurs, nous allons former d'autres formateurs, histoire de ne pas leur communiquer complètement tous nos cycles. Et très important aussi de créer des espaces d'interrogation, de dialogue, pour décoloniser la pensée. Donc, je vais vous donner juste une anecdote. Il y a quelques années, je suis parti à Dakar, une ville que je découvrais pour la première fois. 3 artistes liégeois, et le partenaire sénégalais avait demandé à ce que dans le groupe d'artistes qui venaient de Liège, il y ait au moins un Africain.
ou en tout cas un homme noir qui vienne d'Amérique ou de n'importe où. Il était important pour lui qu'il y ait quelqu'un qui vienne d'Europe qui ne soit pas blanc. Et ces artistes se sont regardés entre eux. Ils ne connaissaient aucun artiste non blanc autour d'eux. Ils ont demandé à Johan Meul, qui est un artiste liégeois, et qui leur a conseillé de me contacter. Et nous sommes partis ensemble à Dakar et nous nous sommes disputés à peu près tous les jours. Et c'était très, très instructif parce qu'au retour, on s'est pris vraiment dans les bras les uns des autres en se demandant presque pardon de ne pas avoir essayé, ne pas suffisamment avoir dialogué entre nous en tant qu'artistes d'abord et en tant qu'humains, etc. Et ça démontre aussi le défi de ce voyage vers l'ailleurs, vers la rencontre des autres. Il faut être honnête par rapport à la difficulté, par rapport aux échecs. Ça ne marche pas à tous les coups. Lorsqu'on fait le bilan, effectivement, on peut montrer des réalisations, des publications qu'on a faites, etc. Et c'est très important de commencer surtout le projet ensemble. Commencer le projet à partir de zéro, c'est impliquer déjà les partenaires. Là, je me réfère à Peter Brook, qui est ce metteur en scène anglais, qui disait que lors de la première mise en scène qu'il a faite, il avait pensé à tout, c'était une catastrophe. Et désormais, il a défini un concept qui s'appelait l'espace vide, où il commençait à partir de rien, justement, dès la première réunion avec tous les partenaires. Donc, très important d'oser décentrer nos récits, décoloniser nos pratiques, co-créer avec l'autre et faire du projet, en fait, un espace d'interrogation et être toujours, en réalité, dans un projet pilote, hein, parce que rien n'est jamais acquis. Et le dialogue est certainement le ferment justement de cette décolonisation de la pensée. J'espère que ça résonne chez vous, parce que je suis un peu bousculé par le temps. Alors, autre ligne de force, c'est repenser les contenus pédagogiques en intégrant la diversité des savoirs. Inclure justement les savoirs autochtones, les Sud globales, les savoirs non occidentaux. Alors, il y a en Afrique des sophies, des façons de penser, des représentations du monde qui n'ont rien à voir avec le catholicisme ni avec l'islam. Très important lorsqu'on amène l'image, lorsqu'on amène la forme, lorsqu'on amène tout ce que vous voulez comme concept, de comprendre d'abord que signifie la forme, que signifie l'image pour les partenaires. Comment voit-il l'avenir, comment voit-il le passé, comment raconte-t-il l'histoire, etc. Plutôt que de dérouler simplement son narratif, essayons justement de nous inscrire justement dans cette écoute du savoir de l'autre. Et les savoirs autochtones, ben, ce sont les savoirs qui ont été qualifiés de périphériques et non scientifiques. Et aujourd'hui, avec la pensée décoloniale, on se rend compte effectivement que toute idée de développement passe aussi par la réhabilitation et l'autonomisation des partenaires et la valorisation de leur propre savoir. Donc, très important de co-construire aussi les contenus pédagogiques plutôt que de transporter des méthodes qui sont considérées comme efficaces, qui sont validées à propos d'une épistémologie du Nord, comme le disait Wendy tout à l'heure. C'est très important d'accepter l'incertitude, d'accepter le conflit, la pluralité. Le conflit, c'est très important de savoir qu'on est perçu sous le spectre de la blanchité lorsqu'on arrive sur le territoire africain ou d'autres territoires. La blanchité, c'est cette condition héritée du colonialisme qui fait que les Blancs sont comptés. Hein. Lorsque vous arrivez quelque part, sachez que vous êtes regardé en tant que Blanc, en tant que personne ayant un certain pouvoir économique, détenant un certain savoir, détenant une certaine facilité de mobilité dans le monde. En réalité, il y a une relation asymétrique, y compris avec les gens qui font le même métier que nous. Hein. Souvent, les partenaires, quand ils viennent en Europe, ils sont perdiémisés. Hein. On les met dans des conditions parfois où ils doivent faire la queue pour aller toucher 150 €, ou voilà, ils ne sont pas traités, vous voyez, avec la dignité qui leur est due. Et donc, très important d'accepter le conflit, cette asymétrie aussi au niveau encore une fois, du pouvoir que l'on détient, parce qu'on a le pouvoir de l'argent, on a le pouvoir d'initier le projet, de l'écrire aussi dans le temps. Un exemple que je donne souvent, c'est le bilan d'un projet qui avait duré une dizaine d'années avec une école de l'Est de la France. Je ne citerai pas le nom de la ville, avec l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa.
il y a eu un bilan et les partenaires congolais ont demandé à leurs partenaires français, dites-nous franchement, après 10 ans, ce que ce projet vous a apporté pour vous, réellement. Et les Français se sont regardés, ont mûrement réfléchi, effectivement, la plupart des fonds, ils les ont récoltés, ils ont réalisé les dossiers, ils ont souvent réalisé aussi les bilans, parce qu'au moment des bilans, il n'y a jamais plus personne. Souvent, on se retrouve tout seul à refaire les calculs. Et ils ont dit, en fait, nous, rien, en réalité, parce qu'on s'est engagé là, en réalité, de façon désintéressée, pour vous aider dans un projet de coopération. Les partenaires congolais leur ont dit, mais écoutez, ne venez plus. Ne venez plus. Si ça ne vous apporte rien, ne venez plus. Et pour moi, ça, c'est symptomatique aussi de ce qu'on peut réellement apporter. Dans le cadre du projet Territoire Tissé, par exemple, je me rappelle au tout début, quand j'avais discuté avec Anne Masson, effectivement, au tisserand, on ne peut pas lui apprendre son métier, mais il y a peut-être des choses liées simplement à l'ergonomie de son travail, la manière dont on évacue les déchets, dont on se débarrasse de l'eau de pluie. Il y a des choses parfois qui sont les à côté, qui peuvent considérablement améliorer son travail. Donc, soyons attentifs aussi aux à côté, soyons à l'écoute aussi de ce qui ne se voit pas directement, de ce qui ne se dit pas, se formule pas clairement. Et pour ça, il faut, je dirais, une fréquentation un peu plus intense. Et très important d'intégrer, évidemment, l'écoute aussi comme un levier essentiel, justement, de cette coopération. Donc, la pluralité, le conflit, il faut l'accepter. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et il y a des choses qu'il faut vraiment mettre en tension constamment. Et moi, je me suis fait reprocher beaucoup de fois au Congo de faire des choses pour mes amis blancs, pour mes amis flamands. Et quelqu'un, alors que j'étais en train de rédiger le catalogue de la Biennale Lubumbashi, m'a dit, réfléchis, pour qui tu l'écris, pour qui tu le fais? J'en ai fait tomber mon stylo. Parce qu'effectivement, les gens de Lubumbashi, je ne peux rien leur apprendre sur leur réalité. Et je ne peux pas faire ce catalogue pour le monde de l'art, pour moi-même, vous voyez. Et donc, ça, c'est un conflit que moi, j'ai vécu aussi sur le terrain, très important de déconstruire aussi toute une série d'attentes et de réfléchir aussi sur les éventuels échecs qu'on peut rencontrer. Donc, très important aussi de construire des contre-narratifs par rapport à cet échange qu'on veut évidemment optimal, pour lequel on va prendre beaucoup d'attention, beaucoup de précautions, mais accepter aussi que la manière dont nous percevons peut être aussi complètement déformée. Alors, comment promouvoir justement des politiques de recherche qui soient décoloniales? Et c'est-à-dire que c'est très important de partir de ces disjonctions de départ et de saisir aussi les enjeux historiques et structurels qui sont liés à la globalisation, au colonialisme, aux inégalités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous précèdent. Il y a beaucoup de traces dans la société postcoloniale qui sont en réalité les blessures de la colonisation. Et la colonisation, c'était un drame pour des millions de gens. Et beaucoup de réalités qui sont vécues aujourd'hui sont les conséquences de la colonisation. Qu'un certain récit va présenter comme une sorte de rencontre, d'échange, dans lequel donc peut sortir quelque chose de bien. Or, le sort de beaucoup de pays aujourd'hui démontre que justement, ce n'était pas une rencontre basée sur un échange équitable. Donc, très important de travailler aussi ces questions et de les discuter au cœur du projet. Alors, j'ai ici un visuel qui est un visuel qui renvoie à un projet que j'ai développé. En réalité, je ne l'ai pas développé. J'étais sensible à un domaine qu'on appelle les arts communautaires, qui est un domaine qui est beaucoup développé surtout dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, aussi au Brésil. Les arts communautaires, c'est l'implication engagée d'un artiste qui souvent travaille avec un groupe, une communauté, et communauté au sens anglo-saxon, ça peut être un pâté de maison, un groupe de pâté de maison, ça peut être des gens nouvellement arrivés dans le pays. En tout cas, un groupe qui mérite une place un peu plus importante, une visibilité dans la société. Et l'art, la culture est un moyen de le rendre visible, de manifester cette identité collective et de s'intégrer aussi dans la communauté globale.
hein. Et donc, l'art est un vecteur justement de cette parole, hein, et une manifestation de la présence d'une communauté parmi d'autres. Et Monica Nador, qui est cette artiste du Brésil, parce qu'à la Biennale de Lubumbashi, on a aussi à cœur de montrer le meilleur de l'art contemporain au Congo, montrer le meilleur de l'art congolais au monde, inviter aussi beaucoup d'artistes du Nord, beaucoup d'artistes du Sud global, pour qu'il y ait vraiment un échange tous azimuts et qu'on déconstruise complètement aussi vous voyez, le trajet nord-sud en développant, vous voyez, toute une série de contacts multiples. Et Monica Nador, quand elle est arrivée, elle voulait surtout travailler avec des femmes. Et dans l'art, malheureusement, dans beaucoup de pays, dans le domaine de la culture, comme partout d'ailleurs dans le monde, c'est le domaine où les hommes détiennent un peu le pouvoir. Vous voyez, dans l'histoire de l'art, tous les grands artistes sont des hommes. Dans les directions des institutions internationales, il y a une majorité d'hommes, etc., d'hommes blancs, hein. Et Monica Nador avait beaucoup insisté pour qu'il y ait des filles dans le groupe de personnes qui participent à ces ateliers. C'est pour ça qu'on voit quand même quelques jeunes femmes qui sont pointées du doigt, parce que la Biennale, ça devait être aussi un lieu de promotion des personnes qui sont aussi invisibilisées dans la société. Donc, très important de se rendre compte qu'un projet d'échange, de coopération est aussi confronté à une réalité sociale où il y a des inégalités, des problèmes auxquels nous n'avons pas de solution toute faite, où il y a aussi des moyens de créer un terrain pour en parler. Vous voyez, nous sommes dans un contexte aussi en Europe d'une grande islamophobie. Et c'est très important lorsqu'on est dans un pays où l'islam est une religion très importante, comme au Sénégal, d'essayer de comprendre avec les partenaires aussi la complexité justement de cette religion, comment elle est pratiquée d'un pays à l'autre, et de s'ouvrir aussi à cette pluralité épistémique quand il s'agit d'aborder aussi ces questions. Alors, j'ai mis en exergue ici une phrase, j'espère que ce soit un échange, mais finalement c'est un monologue. J'ai mis en exergue cette phrase de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et ce n'est pas une phrase qui vous est destinée, c'est plutôt une phrase qui est destinée à la génération qui vient après nous. Et je répète souvent à mes étudiants, inventez votre monde. Moi, je n'en peux plus de Marcel Duchamp, je n'en peux plus de la modernité. Inventez votre truc entre vous, écrivez les uns sur les autres, avancez ensemble et vous avez les moyens de changer le monde et faites-le, faites-le. Voilà ce que je vous proposais. Alors, j'ai dit merci Accent qui est en Swahili du Katanga. Merci de votre attention. Aksanti, Thomas, pour avoir posé ce cadre fondamental pour le développement de nos partenariats. Et donc maintenant, on a une petite demi-heure de questions-réponses. Peut-être que je vais vous proposer, aux intervenants, de retourner vos chaises et de vous installer ici, ce sera plus facile. Et c'est toi, Mohamed, qui fais les questions, enfin qui balade le micro. Super. Merci. On peut peut-être arrêter la première question. C'est plus sympa pour les personnes qui sont en ligne et sans sélection. S'il y a des questions ou des commentaires, c'est forcément une question. Difficile de se lancer. Oui, vas-y, Kevin. Juste, est-ce que j'apprends? Oui, voilà. Juste, en fait, on a vu dans les partages, ce qui est essentiel aussi, dont on en parle beaucoup, par exemple, dans nos formulaires d'évaluation Erasmus, comment vous faites la dissémination de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez appris. Et là, c'est vrai qu'on a des projets qui, à la base, en fait, se construisent pour un groupe classe, je dirais, ou un nombre en tout cas limité d'étudiants et de professeurs.
On sait qu'on peut faire dans le champ des arts plastiques, on peut faire des expositions, on peut faire des publications, mais souvent, il n'y a pas de, je trouve, d'intégration avec une imprégnation très forte de tout ce qu'on a appris, des échanges de savoir partagés différents dans les enseignements de moments d'échange. Donc, je voulais déjà remercier l'ARES d'organiser ce moment d'échange parce que ça nous permet, on ne se parle pas trop forcément, on se parle de plein d'autres choses, mais pas forcément de nos projets internationaux, nos projets de coopération entre les écoles d'art, mais il y a, je pense, aussi encore tout un travail sur nos programmes de cours. J'ai bien aimé les conclusions de Thomas. Nous, à la Camp, par exemple, on a attendu, il y a pas très longtemps, l'ERG était avant nous sur cette question de décentrer les savoirs sur l'histoire de l'art, par exemple, mais c'est encore quelque chose qui doit être bien approfondi. Mais donc, je ne sais pas très bien quelles seraient les pistes pour vraiment, parce qu'on le voit même dans les universités, les hautes écoles, cette question de la dissémination, c'est toujours un peu compliqué. Je trouve au-delà des savoirs ponctuels, c'est toujours très riche pour tous ceux toutes celles et tous ceux qui participent. Mais après, comment faire pour bien imprégner un maximum, je dirais, c'est pas possible, un maximum d'étudiantes et étudiants de ça. Même nos cours d'histoire des arts non européens ne sont pas obligatoires. Donc, je sais pas si des bonnes pratiques ou des idées. Commencez par là. Oui, l'un d'entre vous veut répondre? Moi, je pense qu'il ne faut pas les rendre obligatoires. Il faut toujours les laisser au choix aux étudiants pour l'ensemble. Moi, il me semble que c'est important que ce soit volontaire. Oui, c'est comme dans l'initiation en Afrique, on n'oblige pas les personnes à s'initier à certaines. Parce que l'initiation, c'est comme l'université ici. On peut accéder à des paliers de savoir, mais ça doit être une démarche volontaire. Sinon, le savoir ne va pas vous servir. Donc, moi, je pense qu'il faut que les personnes ressentent cette volonté de s'ouvrir et qu'ils participent pleinement aussi en poursuivant, je dirais, cet effort dans leur pratique quotidienne, dans leur pratique artistique. Moi, je suis frappé par l'homogénéité et le manque d'hétérogénéité dans une ville qui est la deuxième ville la plus multiculturelle au monde après Dubaï, à la Cambre, et dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de milieux. Moi, je me retrouve souvent le seul non-blanc. Et dans le milieu artistique, ce n'est pas normal en 2025. Je ne vais pas revendiquer qu'il y ait plus de diversité. Mais c'est un constat que je fais depuis que j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant à la Cambre, à un moment, j'étais le seul non-blanc sur 500 étudiants. Et donc, nos milieux, malheureusement, ne reflètent pas la diversité de notre ville. Bruxelles est une vraie lasagne culturelle. Et mais nos écoles d'art sont beaucoup trop françaises, beaucoup trop blanches. Et ça, nous avons un effort aussi à fournir de ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Oui, Une autre question? Oui. Merci à toutes et à tous. Vas-y, oui. Vas-y, oui. Pardon, Eric, je te prends la parole, mais j'entends le fait de laisser le choix, mais par rapport au fait de rendre nos écoles supérieures des arts, de les faire parvenir à un espace d'imaginaire possible aussi pour certaines personnes qui viennent de milieux, alors soit de milieux racisés ou minorisés, c'est aussi une problématique pour les écoles supérieures des arts, de parvenir à créer une diversité sociale à l'intérieur des institutions, parce que effectivement, le récit qui est proposé généralement par les écoles était celle de ne pas professionnaliser, d'être plutôt dans la production d'artistes qui allait être conditionnée par un marché de l'art qui est extrêmement complexe. Et donc, comment est-ce qu'on fait tout de même pour engager nos projets institutionnels dans une visibilisation de ces récits? Alors, pas forcément pour obliger les étudiants et étudiantes ensuite à poursuivre leur formation ou leur intérêt dans ces divers champs, mais tout de même pour acter à partir de l'endroit où on est à
à produire une justice cognitive en rendant visible quand même des savoirs qui ne sont pas présents au sein des institutions. Et donc, c'est un peu ça que j'essaie de signifier, mais comment est-ce qu'on engage nos institutions justement dans ces espaces pour qu'elles produisent ces espaces? Et comme le disait Thomas, c'est de voir aussi qui est présent et à qui on donne la parole au sein des écoles, et c'est ça qui permet aussi cette dissémination. Merci. Wendy, tu évoquais au tout début la difficulté aussi à mobiliser des ressources pour des projets à plein de niveaux. Et vous êtes chacun venu d'une certaine manière évoquer un certain nombre de projets qui sont mis en place par vos établissements. Je me demandais s'il y avait justement des fins, des opportunités pour des projets communs, des collaborations interétablissements au niveau du secteur des ESA. Alors, je ne vais pas répondre seule à cette question. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on partage un peu aussi toutes nos connaissances, et nous, par exemple, avec la Cambre, on a aussi des projets en commun, et donc c'est aussi mutualiser nos connaissances sur certains dossiers, sur certaines demandes de financement ou sur certains partenariats, sur certaines écoles partenaires avec lesquelles que nous connaissons mieux que d'autres établissements. Donc je pense qu'il faut évidemment pas hésiter à tisser des liens comme ça avec les autres ESA pour monter des projets en collaboration avec plusieurs ESA. Et nous-mêmes, on va le dire au niveau international, pas très loin européen, on a parfois d'autres responsables des relations internationales qui viennent nous voir pour nous demander des conseils, dire « Ah, mais pour les Erasmus, comment tu as fait? Nous, on n'a pas encore dans l'école. » Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Je trouve que c'est le meilleur moyen, en fait, finalement, de partager nos connaissances. Et comme ça, c'est de discuter, en fait, avec les collègues, avec les autres écoles, savoir comment eux, ils font. Et ça nous apporte toujours des possibilités, en fait, nouvelles. Et finalement, certaines choses qui paraissent des fois très compliquées à mettre en place s'avèrent assez faciles en fait quand on a des bons conseils et qu'on est soutenu par une autre école. Ou, enfin, je sais pas si Oui, aussi. Enfin, ici, on verra le résultat, mais nous, on a remis aussi un projet avec l'ULB, donc ça peut être les ESA, avec d'autres types d'enseignements, que ce soit des hautes écoles ou des universités, qui mobilisent aussi d'autres types de savoirs, d'autres disciplines. Je pense que ces projets de coopération, ça peut être aussi tout un spectre plus ou moins large de choses qui peuvent engager une communauté avec un volet artistique, avec un volet peut-être, je sais pas moi, économique ou autre, qui peuvent se mettre en place. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas encore beaucoup explorées dans les ESA. Collaboration entre les ESA, je pense qu'on travaille déjà beaucoup parce qu'on a des profs partagés comme Thomas, mais on a aussi des connaissances dans toute une série d'autres types d'enseignements qui peuvent aussi amener des projets de coopération qui ne sont pas forcément sectoriels. Merci. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Merci, merci à toutes et tous pour vos témoignages. Moi, voilà, juste, je travaille à l'ARES au sein de la direction coopération et développement. Ça fait une petite dizaine d'années que je travaille ici et j'ai eu la chance de voir l'intégration des ESA. Je voulais juste témoigner sur le fait que dans les projets en tout cas que je gère, qui sont notamment les bourses de voyage et les micro-projets, le fait d'avoir intégré les ESA à nos programmes a apporté énormément. Quand on a un étudiant d'une ESA qui participe à nos formations bourses de voyage, on le sent directement dans le groupe. Il y a chez les étudiants des ESA une sorte de maturité, d'ouverture, en tout cas sur les questions notamment de décentrement, de compréhension de l'histoire dans laquelle ils se situent, etc., qui apporte énormément au groupe d'étudiants dans la réflexion et dans cette préparation au départ. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Je pense aussi, par exemple, aux projets de l'INSAS qui ont plusieurs fois été retenus dans le cadre des micro-projets, avec une vraie dimension d'équité, enfin une vraie équité entre le groupe d'étudiants ici en Belgique et le groupe d'étudiants partenaires qui vont réaliser le même travail, là où dans la plupart des projets, on est dans un dépôt de projet qui est réalisé à partir voilà, de nos institutions ici en Belgique et donc qui intègre de manière un peu secondaire le groupe d'étudiants partenaires. Et donc ici, voilà, c'est aussi un chouette exemple de projets
qui ait une dimension de... Voilà, merci. Je voudrais ajouter quelque Oui, chose. vas-y. Wendy, tu en as parlé tout à l'heure, c'est qu'on s'inscrit chaque fois dans une économie un peu inédite, c'est qu'il faut beaucoup inventer sur le terrain. Lors d'un projet avec l'Académie des Beaux-Arts autour du design à Kinshasa, j'ai voulu résoudre le problème de la mobilité des participants qui habitent parfois des quartiers périphériques. Et c'est très compliqué pour eux d'arriver à l'heure pour participer aux activités. Donc, j'ai dû organiser mon projet comme un tournage de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a un système de catering. Donc, personne ne sort le midi pour aller se chercher à manger. On mange sur place de manière à avoir le groupe qui soit régulièrement présent. Et on a dû aussi payer un bus pour se déplacer parce que par un autre moyen, des transports en commun, ben, c'est très compliqué. Et tout ce qu'on pouvait amener à partir d'ici qui pouvait faciliter notre travail là-bas, ce n'est pas forcément plus cher. Parce que localement, faire une photocopie, ça peut être très, très compliqué. J'ai expérimenté à Lubumbashi en essayant de faire des dossiers en couleur. C'était impossible. Donc, parfois, pour mes dossiers, je suis obligé de partir avec un paquet de photocopies là-bas pour gagner du temps. Et localement, on va se rendre compte aussi des ressources qui sont sur place, qui ne sont pas... il n'y a pas de collaboration entre A et B et C. Et à l'occasion d'un projet, on peut rapprocher des gens qui, pendant des années, ne se sont jamais parlé. Et donc, il y a une capacité d'invention comme ça, parce qu'un projet arrive, naît justement d'une idée. Et il faut savoir que sur le terrain, il y a beaucoup de possibilités d'inventer des nouvelles économies. Et là, je dois notamment féliciter les gens de Wallonie-Bruxelles, avec lesquels j'ai collaboré à plusieurs reprises. Et ce qui différait entre Wallonie-Bruxelles et les instituts français, les instituts français il y avait beaucoup de démarches avant d'obtenir un tout petit peu d'argent, espérer obtenir un petit peu d'argent. Mais Wallonie-Bruxelles, on connaissait le montant et on pouvait partir tout de suite dans le projet. Voilà, je trouvais que c'est beaucoup plus flexible, à la fois sur le terrain pour inventer avec nous des possibilités. Et souvent, on oubliait toujours de mentionner Wallonie-Bruxelles dans les fascicules, de mettre en avant aussi leur présence sur le terrain. Et voilà, c'est juste l'insister sur ces questions d'inventivité, de créativité qu'il faut garder à l'esprit qu'on est dans un cadre qui n'est pas normal, où il faut constamment inventer et co-créer. Peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Oh. La Médina. Mais oui, parce que en fait, c'est vrai que cette dimension d'invention est importante parce qu'on parle de collaboration avec d'autres institutions. Alors, je vais faire cette métaphore-là parce que je me suis permise de la faire l'autre jour. Les ESA sont ont un peu une position sud par rapport au nord des universités. Si on reprend cette métaphore-là, donc toujours de Boaventura Sousa de Santos, donc qui ne délimite pas simplement les nord et les sud à des contextes géographiques, mais aussi à des contextes économiques, sociaux. Et donc, parfois, la collaboration avec d'autres institutions nord pour les ESA viennent aussi performer des types de possibles et d'inventions, parce que, comme je le signifiais, les systèmes de validation sont extrêmement robustes et solides. Et donc, lorsque, notamment, on a rencontré la Médina à Dakar, c'est ces éléments-là aussi qui ont habité la poursuite du projet et de la collaboration, c'est qu'on se situait avec des projections et des imaginaires qui étaient communs mais contextuellement situés différemment, dans un désir d'inventer ensemble d'autres cadres de possibles. Donc, c'est effectivement cette dimension d'inventivité et de créativité, même si c'est un terme avec lequel je ne suis pas complètement d'accord, sont importants dans les espaces que peuvent mobiliser les écoles supérieures des arts dans le cadre de la coopération, parce qu'elles sont aussi dans un espace de recherche et d'invention de nouveaux types de méthodologies qui vient aussi défendre une forme de légitimité de production de savoir à partir des arts. Donc, on se rencontre aussi dans ces contextes-là, dans les collaborations sud, c'est-à-dire de travailler ensemble à inventer des espaces de validation et de légitimation pour ce qu'on produit ensemble. Et ça, dans la collaboration avec
Alors, la collaboration, évidemment, avec les universités, les hautes écoles sont des éléments qui sont importants. Mais comment est-ce qu'on fait? C'est aujourd'hui peut-être qu'on commence pour signifier aussi la spécificité de nos institutions, pour les mettre réellement en dialogue avec d'autres institutions qui ont plus l'habitude de travailler dans ce contexte de coopération et qui produisent un certain type de savoir et de relations aussi. D'autres questions, interventions? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? J'ai une question en ligne. Ah, vas-y, Antoine. Mais attends, je t'apporte le micro. Je ne vois plus pas. Oui, mais c'est pour ceux qui sont en ligne. Donc, quelles sont les grandes différences entre un projet annuel type micro-projet et un projet pluriannuel? C'est de Stéphane Asclou, Ah oui. des à Saint-Luc-Liège. Mais dans quel sens? Quelle est la différence? C'est ça, hein, la question, c'est quelle est la différence? Il y en a un, c'est un an, il y en a un autre, c'est 5 ans. Merci Stéphane pour ta question. Est-ce que quelqu'un a une idée sur la réponse qu'on peut apporter? En termes, je ne sais pas, quoi, qu'est-ce que ça fait pour un projet d'être sur 5 ans plutôt que sur un an? On va dire ça. Ah bon, alors dans notre cas, c'était absolument indispensable d'avoir 5 ans parce qu'il y avait vraiment une articulation de beaucoup d'éléments qui s'enchassaient les uns dans les autres et qu'on n'aurait pas pu mener en une seule année. Donc on était vraiment ravis d'avoir une sécurité pendant 5 années et ça a permis aussi d'avoir un roulement parmi les tisserands et les tisserandes pour couvrir le maximum d'échanges. Donc, oui. Et c'était pas compliqué de faire intervenir les étudiants sur 5 ans parce que j'imagine que c'était chaque fois des étudiants différents. Oui, ben, un peu, mais ça allait. On refaisait chaque fois une sorte de. On avait quand même assez balisé les choses. Et donc, on savait à chaque session, notamment à chaque stage au mois de juillet, quels étaient les objectifs ou les axes de travail. On a aussi documenté les choses pour nous au fur et à mesure de manière assez complète. Et donc, chaque étudiant et étudiante qui embrayait sur le projet avait une matière, je pense, assez claire pour pouvoir développer autre chose. Ou continuer quelque chose qui avait déjà été entamé. Bon, Stéphane, j'espère qu'on aura répondu à ta question, sinon on en reparle. Pas d'autres questions en ligne, Antoine? Non, du tout. Non, ici non plus. Si, Camille? Encore une fois, ce n'est pas une question, mais juste une petite annonce. Une fois par an, l'ARES organise une grande journée de rencontres qui s'adresse spécifiquement à toute personne qui bénéficie d'un financement ARES pour un séjour de formation, un séjour de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur, donc via un financement ARES. Et donc, toutes les personnes présentes en Belgique sont invitées à ce grand moment de rencontre. C'est une journée et chaque année, on choisit une thématique spécifique. Voilà, on a les années précédentes, discuter des enjeux environnementaux, discuter des enjeux de genre. Cette année, on a choisi de discuter des pratiques artistiques de l'art, de la création contemporaine. Et du coup, ben voilà, ce sera l'occasion de mettre en valeur tout le travail des ESA aussi dans la coopération internationale et ailleurs. Ce sera le 17 octobre. Merci Camille, tu m'enlèves une partie de ce jeu. Marrant. Et donc, tu as devant toi Christine Bluard de l'ARBA, qui, avec ses collègues de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et de l'association Kenou au Sénégal, est en train de réfléchir à la séance introductive. Et donc, ce que je peux peut-être ajouter par rapport à ce que Camille a dit, c'est qu'on cherche des enseignants, enseignantes qui peuvent nous aider à organiser des ateliers participatifs autour de réflexion. Qu'est-ce que les pratiques artistiques peuvent apporter dans votre quotidien professionnel, a priori, en sachant que l'ensemble des boursiers viennent de disciplines complètement différentes. Ça peut être la médecine, polytechnique, les sciences humaines et sociales, haute école, école d'art, un petit peu moins, mais quelques-uns aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des idées d'atelier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qui n'aurait pas été dit? On est bon? Très bien. Eh bien, pour terminer, un immense et chaleureux merci à vous toutes et tous ici et en ligne.
à vous qui avez participé à notre rencontre, à mes collègues Marine et Pierre, Mohamed, Pascal et Antoine pour l'organisation de l'événement, et évidemment à nos 4 intervenants et intervenantes pour leur investissement dans la rencontre de ce midi. Un tout grand merci à vous toutes et tous. Yes.